Aux auditeurs qui sont derrière le poste radio. Bonjour Romain. Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour ambassadeur. Bonjour, merci à BIP Radio de me recevoir. Marc Vizy, nous sommes heureux de vous accueillir dans les studios de BIP Radio. Nous sommes le 14 juillet, donc la France célèbre sa fête nationale. La Covid est derrière nous. Est-ce que vos invités auront droit à une fête pleine et entière? Bref, une fête sans restriction. Oui, là, depuis l'année dernière déjà, nous avons tourné la page du Covid. Et ce soir, il y aura finalement un bal du 14 juillet ouvert à tous à l'Institut français et également une réception un peu plus officielle à la résidence. Donc je pense que si le beau temps est là, il ne devrait pas y avoir de difficulté pour faire une belle fête. Combien d'invités attendez-vous et quel sera le contenu de la réception? Alors, à l'Institut français, on ne peut pas très bien savoir combien d'invités viendront pour danser, mais je pense qu'il y en aura plusieurs centaines. À la résidence, nous attendons un peu plus d'1 millier d'invités. Est-ce que vous avez invité votre collègue ambassadeur de Russie? Alors, l'ambassadeur de Russie est absent du territoire. On a reçu, tout le corps diplomatique a reçu une note verbale pour nous indiquer qu'il était absent pratiquement pendant les 2 mois d'été, donc il n'a pas été nécessaire de l'inviter. Il n'y a pas eu un carton d'invitation pour la Russie? Eh bien, il n'y a pas eu de carton puisqu'il n'est pas là. Ce n'était pas la peine de gaspiller un carton d'invitation. Sans dévoiler le contenu de votre discours, qu'est-ce que vous allez dire ce soir à ceux qui vont vous écouter? Je crois que je vais avoir une pensée pour le peuple ukrainien qui souffre, qui malgré tout résiste à cette agression injustifiable. Je pense que c'est important de pouvoir marquer notre soutien au peuple ukrainien. Et puis, je soulignerai la qualité de la relation entre le Bénin et la France, en insistant sur les domaines de coopération nombreux et denses que nous entretenons. Combien de Français vivent au Bénin? Alors, au Bénin, sur le registre des Français au consulat, il y a un peu plus de 3600 Français qui sont inscrits. Sur ces 3600 Français, il y en a à peu près la moitié qui sont des Franco-Béninois, qui ont la double nationalité. Ça, c'est ceux qui sont inscrits. Mais on peut peut-être estimer à 50% de plus ceux qui vivent au Bénin et qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas inscrits. Comment et quels sont les sujets que les Français remontent à leur ambassadeur? Qu'est-ce que vous gérez? Alors, c'est surtout l'affaire du consulat, de gérer la communauté française. La communauté française, elle s'exprime à travers ses associations, puisqu'il y a plusieurs associations de Français qui existent. Elle s'exprime aussi à travers ses élus. Il y a des conseillers des Français de l'étranger qui représentent la communauté. Ils sont 3 ici, de sensibilités politiques différentes, et nous avons régulièrement des contacts qui se font de manière informelle, puisqu'ils s'entendent bien avec les services de l'ambassade et avec les services du consulat, mais aussi dans le cadre de ce que nous appelons le conseil consulaire. Alors, les sujets de préoccupation sont divers, mais en général, c'est la situation de certains Français qui sont en difficulté, les questions qui peuvent toucher au lycée, les questions qui peuvent toucher à la délivrance des titres d'état civil, les questions qui peuvent toucher au passeport. Comme souvent, ce sont des Franco-Béninois, ils peuvent être intéressés pour leur famille par les questions de visa, vous voyez. Donc c'est ce type de questions que nous pouvons discuter avec les représentants des Français. C'est une communauté qui par ailleurs est assez soudée, assez active. Il y a par exemple une autre association qui est l'association Cotonou Accueil. C'est un réseau d'associations un peu partout dans le monde. Les Cotonou Accueil, enfin le nom de la capitale suivi du mot accueil, qui a pour vocation d'accueillir les nouveaux arrivants, qu'ils soient français, francophones et finalement de toute nationalité du moment qu'ils se sentent proches de la France. Et donc c'est une communauté, c'est une association qui anime la communauté
et qui finalement est assez vivante. Quand les Français sont en difficulté au Bénin, par exemple un Français qui est condamné, vous devez vous occuper de lui? Alors, Comment quand ça un se passe? Français est en prison, on peut s'occuper de lui au titre de ce qu'on appelle la protection consulaire. Et cette protection consulaire, elle s'exerce de manière quasi automatique si c'est un Français qui n'a pas la nationalité du pays. Ici, en l'occurrence, la nationalité béninoise. Si c'est un Français qui a la nationalité béninoise, on doit demander aux autorités béninoises leur accord pour pouvoir exercer cette protection consulaire. Alors, cette protection consulaire, c'est s'assurer qu'il a un avocat, c'est s'assurer qu'il est retenu dans des conditions dignes, qu'il a les soins qui sont nécessaires s'il a des problèmes de santé, qu'il est nourri convenablement. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que nous faisons, que c'est le rôle du consulat. Il y a déjà eu des cas? Oui, il y a des cas, oui. Il y a des Français actuellement qui sont en prison au Bénin. Vous avez parlé tout à l'heure de sensibilité politique, qu'il y en a plusieurs au niveau de la communauté française. Il nous est revenu qu'à l'occasion des élections, il y a des Français qui vivent au Bénin, et qui votent pour le Front National, le Rassemblement Bleu Marine. C'est vrai? Il y a eu des Français qui ont voté pour l'extrême droite, effectivement. Alors, ce n'est pas la majorité, mais il y a des Français qui ont voté soit pour Marine Le Pen, soit pour Éric Zemmour. Ils ont leur place au Bénin? Pardon? Ils ont leur place au Bénin? Ah, ça, c'est à vous de répondre à la question. Les Français votent pour qui ils veulent. D'ailleurs, je ne sais pas si ce sont des Français qui sont uniquement français ou des Français qui sont franco-béninois. Vous savez, on a eu pendant cette élection des surprises. Regardez le vote des Outre-mer. Monsieur l'ambassadeur, une question de curiosité. Vous êtes nommé pour combien de temps? Et qui vous nomme? Est-ce le Quai d'Orsay ou l'Élysée? Alors, les ambassadeurs en France sont nommés par le président de la République en Conseil des ministres. Donc, c'est une proposition du ministre des Affaires étrangères qui ensuite doit être validée par le président de la République. Donc, c'est en Conseil des ministres. En général, les ambassadeurs sont nommés pour 3 ans, mais il n'y a pas de limite absolue. Si, pour des raisons diverses, on doit mettre fin au mandat, à la durée de fonction d'un ambassadeur, ça peut être fait avant 3 ans. Et puis, il y en a qui font 4 ans, c'est assez courant, 4 ans. Et il y en a qui restent encore plus longtemps pour des raisons politiques ou des raisons personnelles. Mais en moyenne, c'est 3 ans. Quel est votre parcours, Marc Vizier? Vous venez du Togo. Vous avez été ambassadeur dans d'autres pays encore africains? Non, en fait, moi, je fais l'objet d'un... Je suis préfet. Mon grade, c'est le grade de préfet dans l'administration française. J'ai servi essentiellement sur des postes outre-mer, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. J'ai été conseiller du Premier ministre Lionel Jospin pour les Outre-mer. J'ai été conseiller du président de la République François Hollande pour les Outre-mer. Et puis, j'ai ensuite fait l'objet d'un échange un peu traditionnel. Il y a toujours un préfet qui est accueilli dans le corps diplomatique et un ambassadeur qui est accueilli dans le corps préfectoral. Et c'est mon cas. Je suis le préfet qui fait l'ambassadeur depuis maintenant à peu près 6 ans. Vous avez été bien accueilli par les diplomates? Les diplomates français? Oui. Ah, au début, il faut faire un peu son trou parce qu'on est un petit peu exogène, mais bon, c'est pas très compliqué. Et puis, finalement, d'ailleurs, aujourd'hui, vous l'avez peut-être appris, dans la fonction publique française, il y a une espèce d'unification des corps des hauts fonctionnaires. Et aujourd'hui, quand, par exemple, un haut fonctionnaire sort de l'ENA, il va être administrateur de l'État. Il va pouvoir, dans sa carrière, servir dans les ministères, mais il peut servir dans le corps diplomatique, puis dans le corps préfectoral. Il y aura forcément des spécialisations qui se feront un peu, mais le principe de l'interministérialité du service des fonctionnaires est maintenant posé depuis 1 ou 2 ans.
Quel est le rôle d'un ambassadeur? Quelle feuille de route on vous donne quand vous êtes nommé? Alors quand on est nommé, on a d'abord ce qu'on appelle une réunion d'instruction. C'est-à-dire que toutes les directions du ministère, vous passez devant un panel qui est composé de toutes les directions du ministère des Affaires étrangères, mais aussi d'autres ministères, du ministère de l'économie et des finances, du ministère de la Défense, d'autres ministères qui peuvent être intéressés dans la relation entre la France et le pays dans lequel vous allez être nommé. Et en fonction des sujets, on vous fait des recommandations. Et puis ensuite, une fois que vous êtes sur place, vous avez 3 mois pour établir votre plan d'action, votre proposition de plan d'action. Et cette proposition de plan d'action, elle est soumise au ministre des Affaires étrangères qui peut la retoucher et qui ensuite la valide. Et ensuite, vous avez une feuille de route qui vous guide pendant les 3 ou 4 ans que dure votre mission, mais qui évidemment peut évoluer en fonction de la situation dans le pays. Et alors, là, vous me posez la question sur la mission d'un ambassadeur. Elle est très variable entre un ambassadeur qui est aux États-Unis, un ambassadeur qui est au Guatemala ou un ambassadeur qui est au Bénin. Forcément, les missions divergent. Mais je dois dire qu'ici, au Bénin, notre ambassade, même si la taille du pays est modeste, 13 millions d'habitants, la France, dans les pays francophones d'Afrique, a des ambassades dont l'éventail des compétences est assez complet. Et ici, donc j'ai à diriger l'ambassade avec la chancellerie politique, c'est le suivi des relations politiques entre les deux pays, mais aussi la coopération de défense, la coopération de sécurité intérieure, mais aussi le consulat, mais aussi la coopération, ce qu'on appelle le service de coopération et d'action culturelle, et puis tous les opérateurs. C'est-à-dire que c'est là que je dis que l'éventail est assez complet. Il y a l'Agence française de développement qui développe des gros projets avec le Bénin, l'Institut français, le lycée français, Campus France qui s'occupe des étudiants, France Volontaire qui s'occupe des échanges de volontaires, le CIRAD et l'IRD qui s'occupe des partenariats de recherche. Donc tout ça est placé clairement sous l'autorité de l'ambassadeur. Donc ça fait beaucoup de sujets à traiter dans la journée. Quelles sont la nature des relations avec le Bénin? Comment se porte cette coopération avec le Bénin? Alors, du point de vue de la France, la relation est très bonne, elle est même excellente. Elle a d'ailleurs été renforcée après l'épisode, ou pendant l'épisode de la restitution des 26 objets d'Abomey. Ça a permis, notamment aux deux présidents, d'avoir un dialogue interpersonnel plus approfondi. Ça a permis de créer de la confiance, puisque vous le savez, dans un premier temps, en 2016, je crois, la France avait refusé la restitution de ses œuvres au nom du principe d'inaliénabilité du Trésor national. Et puis, finalement, le président Macron, dans son discours de Ouagadougou, a affirmé le principe de ces restitutions. Et la première restitution d'ampleur, c'est ici qu'elle s'est construite, qu'elle s'est faite, c'est avec le Bénin qu'elle s'est faite, et ça a permis de nouer toute une série de partenariat. C'est pas, on n'a pas restitué les œuvres comme ça en demandant au président du musée du Quai Branly d'appeler l'ambassadeur du Bénin à Paris en lui disant voilà, vous pouvez passer, envoyer un camion, vos œuvres sont sur le trottoir du Quai Branly. Ça s'est pas passé du tout comme ça. Ça s'est passé avec tout un programme de coopération. On a construit, fabriqué une exposition à Paris ensemble avec des conservateurs béninois qui ont travaillé avec les conservateurs français. On a fait tout un programme de formation de conservateurs, de guides, de tous les métiers qui interviennent dans la muséographie et dans tout ce qui concerne la culture. Et puis ça se poursuit. Donc en fait, on a initié là une coopération. Et puis tout ce qui touche à la culture, ça touche à l'humain. Et c'est ça qui a fait que la relation s'est approfondie. Elle était déjà bonne, mais s'est approfondie. Et je crois qu'aujourd'hui, comme le dit d'ailleurs le président Talon, c'est une relation
relation de confiance, une relation entre partenaires et une relation décomplexée. Est-ce que M. l'ambassadeur a joué de façon particulière un rôle dans la restitution de ces objets? Alors, ça a été un travail d'équipe. L'ambassade a joué un rôle important parce que tous ces programmes de coopération que j'évoquais à l'instant, ils ont été beaucoup mis en œuvre au niveau de l'ambassade et en particulier au niveau du service de coopération et d'action culturelle qui est dirigé par ma collègue Isabelle Le Guélec qui vient de passer 3 ans ici et qui part comme ambassadrice au Libéria. Donc elle a beaucoup travaillé. Et puis, comme je vous le disais, après ce premier refus, je sentais quand je suis arrivé qu'il y avait un peu de méfiance. On se disait, voilà, le président Macron a dit qu'il fallait faire les restitutions, mais est-ce que les Français veulent vraiment la faire? Vous voyez, il y avait cette question, on sentait qu'elle se posait. Et donc, mon rôle, ça a été de rétablir une forme de confiance et de montrer que vraiment on voulait le faire. C'était important pour nous de mettre en œuvre ces restitutions. Et donc là, effectivement, nous avons joué un rôle. Mais ça a été aussi à Paris, ça a été les 2 présidents, ça a été les 2 ministres de la Culture, ça a été les 2 ministres des Affaires étrangères, leurs équipes. Ça a vraiment été un travail d'équipe. Il y a eu des résistances en sourdine? Des résistances? Alors, oui. Vous savez, en France, il y a un principe, c'est celui de la non-aliénabilité, c'est difficile à prononcer, inaliénabilité, du trésor national, c'est-à-dire de ce qui est dans nos musées. Et ça, c'est un principe auquel les conservateurs de musées en France tiennent beaucoup. Et moi, j'ai moi-même compris pourquoi ils y tiennent. Parce que, en fait, ce qui est dans nos musées, c'est principalement des objets, des œuvres qui ont été données ou léguées par des propriétaires. C'est-à-dire que, par exemple, une personne âgée qui détient un très beau tableau ou un objet d'art africain, mais ça peut être une sculpture française ou n'importe quel objet, et qui n'a pas besoin d'argent parce qu'elle est suffisamment riche, ou tout simplement veut faire profiter la communauté nationale de ce bien, il peut décider de léguer ou de donner ce bien à un musée. Et il le fait parce qu'il a l'assurance que ce bien va rester dans le patrimoine français et parce que la communauté nationale et finalement au-delà, l'universalité des visiteurs va pouvoir voir cette œuvre. Et si cette personne soupçonne l'État de pouvoir, comme ça, de manière discrétionnaire, donner ou vendre ce bien, il ne va plus donner. Et donc, ce principe, il est fondamental pour les musées français. Donc c'est pour ça qu'il y avait un peu de résistance. Alors maintenant, les conservateurs, c'est une corporation de gens, par définition, intelligents et cultivés. Si on leur démontre que des œuvres sont restituées ou sont données et qu'elles vont pouvoir être exposées et que finalement des visiteurs du monde entier vont pouvoir les voir, déjà, il commence à être un peu plus souple. Donc c'est tout ça qu'il a fallu faire. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder à nouveau les débats qu'il y a pu y avoir au Sénat et à l'Assemblée nationale française. Ce sont des débats qui étaient, personnellement, je les ai trouvés de très haut niveau, parce que on avait des gens qui étaient un peu cramponnés sur ce principe d'inaliénabilité, et puis ceux qui, au contraire, trouvaient que ce qui prévalait, c'était de rendre des œuvres qui avaient été prises dans des conditions non satisfaisantes. Et donc, il y a eu un débat entre ces 2 tendances. Et un compromis s'est dégagé avec des échanges d'une grande richesse. Franchement, en regardant ces débats à la télévision, on dirait que j'étais fier de la représentation nationale française. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que le Bénin a formulé de nouvelles demandes de restitution d'œuvres? Alors, il y aura en tout cas des suites dans la façon dont la France va envisager les restitutions. Et il y a
il y a quelques semaines, M. Martinez, qui est l'ancien président du Louvre, a rendu un rapport qui lui avait été demandé par le président de la République pour essayer d'assouplir le dispositif de restitution des œuvres. Parce qu'aujourd'hui, pour contrevenir à ce principe d'inaliénabilité, il faut une loi. Et donc c'est lourd, ça prend du temps, ça mobilise le Parlement. Et donc l'idée est de poser les conditions pour qu'on puisse restituer des œuvres sans passer par la loi, de manière plus souple. Pour ça, il faut définir des critères. Alors, il y a dans son rapport, il y a des propositions. Le projet de loi n'est pas encore connu, mais il y a des propositions qui distinguent d'ailleurs entre les œuvres qui ont été les restes humains, parce qu'il y a des restes humains qui doivent être traités avec toute la dignité nécessaire. Il y a des œuvres qui ont été prises pendant les luttes coloniales, les conquêtes coloniales. Il y a des œuvres qui ont été prises aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les critères seront par catégorie. Et il y a aussi des critères qui vont être liés à la manière dont les œuvres vont être mises en valeur, etc. Donc il y a tout un débat qui va se nouer à nouveau au Parlement autour de ce rapport, autour du projet de loi qui est en cours d'élaboration au ministère de la Culture. Et je ne doute pas que lorsque cette loi sera sortie, le Bénin formulera de nouvelles propositions, de nouvelles demandes. C'est ce qui avait été, c'est ce que le président Talon avait laissé entrevoir quand, en novembre 2021, il était sorti de l'Élysée. Il avait évoqué le dieu-goût, il avait évoqué des tablettes du Fa. Il y a un certain nombre d'objets qui sont en France, qui sont dans des musées publics. Alors, il y en a qui sont dans des collections privées. Là, c'est un petit peu différent. Alors, est-ce qu'il n'y a que le Bénin qui soit dans cette démarche avec la France? Non. Alors, il y a eu un autre objet qui est un sabre qui a été remis au Sénégal. Je crois qu'il y a une démarche en cours en Côte d'Ivoire. Et puis, il y en aura d'autres, forcément. Nous, on est désormais ouvert à toute discussion. Ce qui est important, aujourd'hui, ces œuvres, c'est des œuvres qui appartiennent au patrimoine universel. Les œuvres qui ont été remises d'Abomey, c'est bien qu'elles soient au Bénin, elles vont revenir à Abomey, mais elles ont vocation à rayonner dans le monde entier. Il va y avoir un beau musée à Abomey. D'ailleurs, quand je dis qu'il y a tout un programme de coopération, le Bénin nous a invités à un beau partenariat pour construire ce musée et la restauration des palais d'Abomey. Quand les œuvres seront à Abomey, il y aura des visiteurs du monde entier. Elles pourront ensuite, si le Bénin le souhaite, circuler. Et c'est ça aussi qu'on veut construire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une œuvre, qu'elle soit béninoise, française ou italienne, est au Louvre, le Louvre, je crois que c'est le musée le plus visité au monde, elle a une visibilité extraordinaire. Alors après, il faut réfléchir. Est-ce que certains objets peut-être pour leur valeur patrimoniale, pour l'attachement que la population a à ces objets, elles doivent absolument revenir, par exemple, au Bénin. Puis peut-être pour certaines œuvres, le Bénin va se dire c'est peut-être mieux que celle-là, elle soit au Louvre ou à la National Gallery ou je ne sais pas où, en Angleterre, parce qu'il y aura plus de monde qui va connaître le Bénin en laissant une œuvre là-bas. Vous voyez, il faut, je pense, maintenant avoir une approche plus décontractée et universelle de ce patrimoine. Où en est le projet de construction, justement, de ce musée d'Abomey? Est-ce que ça a démarré? Les travaux ont démarré? Alors, ça avance. Les études sont assez longues et assez complexes parce que, comme vous le savez, à Abomey, c'est un site qui est classé UNESCO. Donc, il y a énormément de prescriptions à respecter. Donc, tout ce travail d'étude avance. Alors, il est conduit par la partie béninoise, par l'ANPT notamment, mais avec un financement de l'AFD et avec un appui de l'AFD et d'Expertise France. Mais ça avance, oui. Parce que là aussi, c'est pas construire un musée et puis c'est tout un environnement. Par exemple, il y a des formations qui sont mises en œuvre actuellement de tous les artisans qui vont
réhabiliter les palais. Parce qu'une fois qu'ils sont réhabilités, vu la nature des matériaux, il faut les entretenir en permanence. Donc on est en train, ensemble, entre Béninois et Français, de former ces artisans. Et ces artisans, ils ont déjà fait de magnifiques bâtiments en terre avec des toits en chaume qui peuvent déjà être vus. Et puis le musée proprement dit, qui va s'insérer dans cet écrin. Je ne pense pas que les travaux aient déjà à proprement parler commencé, mais tous les plans, les choses sont en train de se faire. Ça, c'est pour la culture. Et dans les autres domaines, quels sont les dossiers qui ont abouti, dont vous êtes fiers et que vous souhaitez nous en parler, 2 ou 3? Alors, en matière de coopération entre les 2 pays, il y a des priorités. Je viens d'en citer une, c'est la culture. Je peux peut-être, pour achever sur ce point-là, noter que nous sommes très fiers que le Bénin ait choisi de nous associer à un très très beau projet qui est le projet de quartier culturel et créatif. Vous savez que à la place des bâtiments de l'OCBN là, qui sont pas utilisés, il va y avoir un quartier culturel et créatif avec d'un côté de la rue le musée d'art contemporain, juste en face le nouvel institut franco-béninois que le Bénin et la France construisent ensemble. Il va y avoir une résidence d'artistes type Gila Médicis du Bénin. Il va y avoir des galeries, il va y avoir une aréna. Enfin, le Bénin a un énorme projet et a bien voulu nous y associer. Donc on est très fiers de travailler aussi là-dessus et c'est très important. Alors, la culture, c'est un des principaux domaines du partenariat, mais il y en a d'autres. Là aussi où nous avançons bien, c'est dans le domaine de la formation professionnelle. Et dans le domaine de la formation professionnelle, on a plusieurs axes. Je ne vais peut-être pas tous les citer parce que ce serait un peu long, mais on a d'abord la construction de 12 lycées techniques agricoles. Donc ça commence, on a signé des conventions et je crois que le Bénin veut construire 30 lycées techniques agricoles et nous on est sur 12 d'entre eux avec l'ADET, avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministre de la Formation professionnelle, la ministre de l'Enseignement supérieur. Donc ça c'est un gros travail que nous menons ensemble. On a aussi bien voulu nous associer au projet CME-City. Et il y a beaucoup d'établissements français d'enseignement supérieur qui travaillent sur CME-City, qui ont décidé de s'associer à ce beau projet. Le Bénin a fait appel à une structure française. Là, ce n'est pas une coopération d'État à État, c'est une commande de l'État béninois à France Éducation Internationale. France Éducation Internationale, c'est une émanation du ministère français de l'Éducation nationale. Il y a donc des spécialistes de la formation professionnelle qui sont en train, avec l'ADET, de bâtir les curricula, de donner les prescriptions pour la construction des écoles des métiers et pour l'équipement des écoles de métiers. Voilà quelques exemples de ce qu'on fait en matière de formation professionnelle, mais on fait aussi par exemple de la formation professionnelle dans le domaine culturel, à l'EPA notamment, à l'École du patrimoine africain. Donc ça aussi c'est un beau partenariat. Et puis, dans les priorités que le président Talon et le gouvernement ont fixées au partenariat franco-béninois, culture, formation professionnelle, il y a aussi un domaine qui émerge, c'est l'appui aux PME. Il y a tout un dispositif avec le ministère ici chargé des PME, tout un dispositif de soutien aux jeunes entreprises qui veulent se lancer, qui va être mis en place. Donc ça, c'est aussi un domaine important. Et puis, il y a plein d'autres domaines. Par exemple, l'énergie, avec l'AFD, on a, et l'Union européenne d'ailleurs, parce qu'on agit souvent en équipe d'Europe. On essaye de se coordonner et d'essayer de créer des effets de levier avec l'argent européen, l'argent allemand, l'argent belge, des Pays-Bas. On essaye de faire des choses de manière coordonnée. Donc il y a ce beau projet Défisol de construction de centrales électriques solaires. On a des projets dans le domaine de la santé aussi, dans le domaine du soutien aux femmes. Vous voyez, donc c'est assez varié avec
quand même des priorités culture, formation professionnelle. Comment qualifierez-vous les relations de travail avec les diplomates béninois? Est-ce que c'est une diplomatie réactive, efficace? Alors, nous, on a affaire au ministre des Affaires étrangères, mais les diplomates béninois, par définition, ils sont plutôt à l'extérieur du Bénin. Donc l'ambassadeur de France a assez peu de relations. Bon, j'ai quelques relations avec l'ambassadeur du Bénin en France de temps en temps pour régler des cas particuliers, mais moi j'ai pas des relations de travail fréquentes avec les diplomates béninois à l'extérieur. Alors avec les diplomates béninois qui sont au ministère, les relations sont très bonnes parce que vous savez, en matière de diplomatie, on est toutes les semaines amené à échanger sur les positions que nous envisageons de prendre dans des instances internationales. C'est très fréquent que la France, en général c'est avec ses partenaires européens, parfois américains, canadiens, suisses, on demande des rendez-vous au ministère des Affaires étrangères pour dire voilà, il y a telle position, il y a telle question qui va être soumise à l'Assemblée générale de l'ONU, au comité des droits de l'homme, ou alors on va présenter tel candidat dans telle commission de telle instance ou de telle agence des Nations Unies. Et voilà, on voudrait savoir si le Bénin peut soutenir notre position ou notre candidat. Donc ça, c'est du travail diplomatique très courant que tous les pays font, évidemment. Et je dois dire que dans les relations que nous avons avec la directrice d'Europe, par exemple, le secrétaire général du ministère, le secrétaire général adjoint, on est toujours très bien accueillis, écoutés attentivement. Alors après, le Bénin est souverain et prend les positions qu'il décide, mais on a toujours une écoute attentive et amicale. Le Bénin a nommé une nouvelle ambassadrice à Paris. Oui. C'est quelqu'un que vous connaissiez? Non, je ne la connais pas encore. C'est quelqu'un qui a un profil économique, comme le nouveau ministre des Affaires étrangères. Donc ça montre l'orientation que souhaite prendre la diplomatie béninoise. Je sais qu'elle a aussi la nationalité française, mais je n'ai pas encore eu le plaisir de la rencontrer. Elle a obtenu son agrément sans problème de la part des autorités françaises? Très rapidement, sans difficulté. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, la coopération se trouve au ministère des Finances. Les affaires étrangères restent aux affaires étrangères. Est-ce que ça vous simplifie la tâche ou ça complique la tâche? Ça, c'est une question d'organisation interne du gouvernement béninois. Donc nous, ça nous est un peu indifférent, si vous voulez. Du moment qu'on a des interlocuteurs avec lesquels on travaille bien, on est entendu que les questions de coopération sont dans tel ou tel ministère, nous, ça nous regarde finalement pas tellement. Ça s'est toujours bien passé jusqu'à présent. Quand on traite des affaires avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, quand c'était encore la coopération, ou avec le ministère de l'économie et des finances, du moment qu'on a des interlocuteurs attentifs, nous, ça nous est assez indifférent. Et quand le ministre des Affaires étrangères change, est-ce que ça change votre façon de travailler? Est-ce que... Alors, bon, la manière de travailler, elle est toujours marquée par le respect qu'on doit à cette autorité, quelle qu'elle soit. Moi, à titre personnel, j'avais, je pense, de très bonnes relations avec le ministre Aurélien Agbenonsi. Il se trouve que le nouveau ministre, Cheikhoun Bakary, je le connais depuis assez longtemps, puisque auparavant il était au Togo et que il s'occupait notamment de questions d'énergie. On avait plusieurs projets communs entre l'ambassade et le Togo sur l'énergie. Et nos relations étaient tout à fait bonnes aussi. Donc c'est des styles différents, mais on respecte la fonction de la même manière. Et je pense que les relations seront également très bonnes. Est-ce qu'avec le Bénin, il y a des dossiers qui fâchent? Non, il n'y a pas de dossier qui fâche, mais... Soyez sincère. Sûr ? Soyez sincère. Oui, je suis sincère. La France est un des pays qui entretient le plus de relations, qui s'intéresse peut-être, un des pays occidentaux qui s'intéresse le plus à l'Afrique.
D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'on a une part d'africanité. Vous savez qu'en France, on dit qu'il y a à peu près 10 millions de personnes, d'habitants, qui ont des origines africaines. Donc tout ce qui se passe en Afrique ne peut pas nous être indifférent. Et donc parfois, on peut, je ne dis pas que c'est le cas au Bénin, mais on peut nous reprocher d'être un peu trop présent. Et du fait que nous avons des domaines de coopération extrêmement nombreux ici, il peut y avoir ça ou là des dossiers où on n'a pas tout à fait la même approche, où on va peut-être pas tout à fait au même rythme. Donc de temps en temps, il peut y avoir des petits réglages à faire, mais je ne peux pas dire qu'il y ait des sujets qui fâchent. Comment réagissez-vous quand on dit que la France n'a pas d'amis et qu'elle a que des intérêts? Alors, la France, je le disais à l'instant, elle ne peut pas être indifférente à ce qui se passe en Afrique pour les raisons que je vous disais. Et donc la France, elle porte un discours en Afrique. Elle porte des valeurs, elle porte une vision du monde, elle a une façon de voir les choses qui, parfois, peut déplaire à certains. Vous savez, les valeurs que nous portons, c'est les valeurs d'état de droit, les valeurs de démocratie. C'est aussi les valeurs d'émancipation des femmes, d'émancipation des jeunes par la formation. D'ailleurs, là, on rejoint des préoccupations du gouvernement béninois. Et quand on promeut ces valeurs-là, quand on promeut l'émancipation des femmes, par exemple, ou l'émancipation de la jeunesse par la formation, ça en gêne certains. Parce qu'il y en a qui voient l'Afrique comme une source de prédation. Et finalement, une source de prédation, on y évolue, quand on souhaite être prédateur, on y évolue bien mieux quand c'est le chaos. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est justement, c'est pas le chaos, c'est le développement, c'est des femmes qui puissent s'assumer, qui puissent s'autonomiser, des jeunes qui aient un espoir. Quand on promeut ces valeurs-là, on gêne certains. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ces certains-là, ils ont intérêt à promouvoir une image de la France caricaturée, une image reposant sur des infox, sur de fausses informations. Et donc... Ceux qui disent que vous êtes en Afrique pour ses richesses, ses matières premières, se trompent? Alors, prenez le Bénin. Quelles sont les matières premières béninoises qui pourraient intéresser la France? Alors, il y a les matières premières béninoises, elles sont très peu minérales. Alors, il y a un tout petit peu d'or, je crois, dans le nord du Bénin. Ça doit faire 50 ans qu'il n'y a plus en France une entreprise capable de faire de l'exploitation aurifère. Il n'y en a pas. Donc l'or ne peut évidemment pas nous intéresser. Et l'or blanc, le coton? Vous avez du coton, mais ce n'est pas une matière première dont quiconque puisse prendre le contrôle. Ce coton, vous le vendez, le Bénin le vend aujourd'hui à des pays d'Asie dans lesquels toute l'industrie textile européenne a été transférée il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'industrie textile en France. On achète des vêtements, on ne les achète pas au Bénin puisqu'ils sont cousus ailleurs. Et donc, si vous voulez, le coton béninois, c'est une richesse pour le Bénin. Et d'ailleurs, avec la zone économique de Glodjibé, bientôt, on pourra acheter directement des vêtements au Bénin plutôt que d'acheter des vêtements faits avec du coton béninois, mais cousus au Vietnam ou au Bangladesh ou je ne sais où. Donc, il n'y a aucune matière première béninoise dont nous voudrions prendre le contrôle. C'est complètement absurde, si vous voulez. Non. On a des intérêts économiques aussi. La France a des intérêts économiques partout. Pour l'instant, ils sont assez faibles en Afrique. L'Afrique, c'est 4,5% de notre commerce extérieur. Et si on enlève l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, ça doit être quelque chose comme 2%. Donc vous imaginez ce que ça doit être le Bénin. Donc c'est pour l'instant, la relation avec le Bénin, pour nous, ça n'est pas une relation où l'enjeu est économique. Il pourra le devenir, parce que nous, ce que nous espérons, c'est qu'un pays ami comme le Bénin, un pays francophone, se développe pour nourrir encore plus de relations, et puis pour qu'on puisse
se faire davantage d'échanges économiques. On le souhaite. Ça, c'est notre intérêt. C'est celui du Bénin aussi. C'est un intérêt partagé. Donc, je ne dis pas qu'on n'a pas d'intérêt économique, mais c'est certainement pas la mainmise sur les matières premières qui sont principalement agricoles ici. Le Bénin vend son soja, vend ses noix de cajou et vend son coton à qui elle l'entend. Monsieur l'ambassadeur, je salue l'intérêt de la France pour l'Afrique, comme oui. vous l'avez dit. Est-ce que la France reste encore aujourd'hui un partenaire privilégié pour les gouvernements africains, notamment la zone francophone? Et comment expliquez-vous ce désamour qu'il y a pour la France? Alors, la France ne veut pas être un partenaire, pour répondre à la première question, privilégié. On souhaite être un partenaire apprécié, un partenaire respecté pour les valeurs qu'elle porte. Mais on demande aucun privilège. On remarque simplement, et avec beaucoup de satisfaction, que dans un pays comme le Bénin, on souhaite développer des partenariats avec nous. Mais le président Talon, le gouvernement béninois, développe des partenariats avec d'autres aussi que nous. Quand c'est son intérêt, quand d'autres pays peuvent proposer des prestations ou des partenariats de meilleure qualité que les nôtres dans un certain nombre de domaines, le gouvernement béninois n'hésite pas, et il a raison. Alors, il se trouve qu'on est des pays qui se connaissent depuis longtemps, qui ont eu un passé commun, qui ont une langue commune, qui partagent beaucoup d'éléments culturels. Donc, c'est vrai que il y a souvent on fait souvent appel à des entreprises françaises, par exemple, pour un certain nombre de prestations, mais pas que. Et d'ailleurs, c'est très bien. Donc, on ne souhaite pas être un partenaire privilégié. On souhaite être un partenaire parce que le Bénin est un pays ami. Des amours, je ne dirais pas ça comme ça. Il y a un discours anti-français, un narratif anti-français. Alors, ce discours ou ce narratif anti-français, il peut reposer sur des maladresses ou des postures que nous avons prises, notamment dans le passé, qui peuvent déplaire. Mais franchement, je l'expliquais tout à l'heure, nous, on porte des valeurs. Et ces valeurs-là, elles gênent ceux qui ont d'autres objectifs en Afrique. Ce n'est pas nous qui sommes les prédateurs. C'est pas nous qui voulons exploiter les mines de Centrafrique ou du Mali. C'est pas nous qui pillons les rivages les richesses halieutiques de l'Afrique. C'est pas nous. Donc, quand un pays est désorganisé, quand un pays est dans le chaos, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui veulent justement maintenir des attitudes de prédation. Et donc, on gêne cela. Et donc, on a des campagnes de désinformation, des campagnes de dénigrement qui reposent sur des fausses informations qu'on est capable de plus en plus de démontrer. Notre, entre guillemets, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt une richesse, mais ça nous... Comment dire, c'est asymétrique, c'est-à-dire qu'on se refuse, nous, à faire la même chose. C'est-à-dire qu'on se refuse à diffuser des infox, on se refuse à avoir des usines à trolls, à créer des faux comptes pour propager toutes sortes de rumeurs contre des gens qui nous attaquent. On refuse cela. Et donc, c'est vrai qu'on se place parfois dans une position de vulnérabilité, mais c'est peut-être à notre honneur. Et puis avec le temps, les gens sauront qui sont leurs vrais amis. Est-ce qu'il y a une base militaire française dans le nord du Bénin? Non, il n'y a pas de base française, je peux vous le confirmer. Si vous trouvez quelqu'un qui dit qu'il y a une base française, je suis prêt à ce qui m'amène en voiture me la montrer. Il n'y a pas de base française. Alors voilà, ça c'est typiquement le genre d'infox que ceux qui souhaitent nous caricaturer propagent. Il n'y a pas de base française. Il y a une coopération, un partenariat de sécurité et de défense parce que nous considérons que le Bénin est un pays ami. Nous avons, la France et le Bénin, à faire face tous les deux à un même ennemi, qui est le terrorisme, le djihadisme. Nous en avons souffert et nous souhaitons, nous proposons aux pays amis de les aider pour lutter contre ce fléau.
Et donc, il y a effectivement de la coopération. Alors, cette coopération, c'est de la formation. C'est des militaires français qui, assez régulièrement, viennent, mais c'est des petits groupes de 3, 4, ça va peut-être jusqu'à 12, qui restent 15 jours et qui font une formation ou un entraînement avec leurs camarades béninois dans tel ou tel domaine. Ces formations, ça peut être aussi des formations dans ce qu'on appelle les ENVR, les écoles nationales à vocation régionale, c'est un réseau d'écoles, il y en a une quinzaine en Afrique, qui sont des écoles en partenariat avec la France où des Africains de tous les pays viennent se former. Alors ici, il y en a une dans le domaine du déminage, par exemple, que vous connaissez, le CPADD. On reçoit aussi des officiers béninois dans nos écoles, à Saint-Cyr, à Laval, à l'école de guerre. Il y en a 2 qui partent à l'école de guerre là, à la rentrée. Donc on voit de temps en temps des militaires français qui font des formations. Alors ce que certains ont caricaturé, c'est qu'en 2022, il y a eu une quarantaine de Français qui sont restés d'abord à Tangueta dans une caserne béninoise, ce n'était pas du tout une base française, puis ensuite à Kandy, et qui ont entraîné au combat dans les terrains qui sont autour les unités béninoises qui sont chargées de lutter contre la menace djihadiste. Donc il y a eu 2 fois 6 mois, 40 Français qui étaient dans une base béninoise et qui se sont entraînés avec les Béninois. Donc ça n'a rien à voir avec une base française. Une autre accusation, on vous a accusé d'entraîner des djihadistes à Kandy. D'entraîner des djihadistes à Kandy, vous avez entendu ça? Non, mais là on atteint des sommets dans la mauvaise foi. Vous savez, c'est faux. C'est évidemment faux. Mais on nous dit aussi qu'on finance les terroristes. Mais je ne sais pas quel schizophrène peut affirmer des choses pareilles, quoi. Vous savez, moi j'étais au cabinet du président Hollande quand la décision d'intervenir au Mali, de lancer l'opération Serval, a été décidée. D'ailleurs, le président Macron faisait partie de cette équipe et a entendu la même chose. Et c'est pour ça que il n'a jamais porté la moindre critique sur cette décision. Le président Hollande, quand il a vu que Bamako était menacé et pouvait tomber et devenir, dans les jours suivants, un califat d'Al-Qaïda, a décidé de faire intervenir l'armée française. Et il est venu expliquer, nous avions une réunion de cabinet, il y a une quarantaine de personnes dans le cabinet du président de la République en France, il est venu nous expliquer sa décision. Il a expliqué que sa décision était motivée par 2 raisons. La première, c'était de protéger le Mali, le Sahel, le Maghreb et par capillarité l'Europe de l'avancée du djihadisme. Donc c'était une mesure qui intéressait aussi la France. Mais la deuxième, c'est qu'il avait conscience que nous avions à payer une dette de sang. C'est-à-dire que au cours de la Première Guerre mondiale et de la Seconde, il y a eu des Africains enrôlés dans l'armée française et qui ont payé le prix du sang pour notre propre liberté. C'est-à-dire qu'il y a des Africains qui nous ont contribué à nous délivrer d'une forme de totalitarisme qui était le nazisme. Et donc, il a considéré que nous avions une dette de sang et que nous devions contribuer à aider les Maliens à se délivrer d'une autre forme de totalitarisme qui est le djihadisme. C'était ça la raison. Vous voyez ? Et donc, on a perdu une 60aine de jeunes Français qui ont combattu pour justement acquitter cette dette de sang. Alors, ceux qui imaginent qu'en France, on serait assez fou pour aller financer les gens qui tuent et qui éliminent nos jeunes et nos enfants, enfin, franchement, ceux qui croient ça, ils regardent trop de films, quoi. C'est pas possible. Et si vous permettez, monsieur l'ambassadeur... On va aller vite, il reste 10 minutes. C'est vrai que la France fait déjà beaucoup de choses, mais à l'heure actuelle, en dehors du soutien que vous apportez aux pays qui sont confrontés à ces attaques des groupes armés, est-ce que vous ne trouvez pas que de par l'expertise de la France, on puisse identifier les causes et les solutionner? Je n'ai pas très bien compris. On peut s'identifier les causes et les solutionner. Comment arriver à bout du terrorisme? Oui. La France, à elle seule, vous voyez, elle a déployé 5000 hommes dans le Sahel.
au Mali, au Burkina, au Niger. C'est évidemment pas avec 5000 hommes, dont la moitié sont en soutien de l'autre moitié, qu'on peut assurer la sécurité dans 3 ou 4 millions de kilomètres carrés. C'est juste pas possible. Donc, pour que la France a aidé à stopper, a mis des moyens à disposition pour éliminer des chefs, a mis à disposition des moyens aériens pour mener des attaques contre des groupes bien identifiés. Mais le relais doit être pris sur le terrain par les armées locales. C'est pas possible, c'est pas à la France d'occuper le Sahel et de faire la sécurité partout. C'est d'abord, elle n'en a plus les moyens, d'une part, et d'autre part, c'est pas notre rôle. Il s'agit de pays souverains qui doivent assurer la sécurité de leur propre pays. Nous, on peut aider, apporter, quand on a des moyens dont les pays ne disposent pas, apporter des moyens technologiques, apporter une aide, mais on n'a jamais prétendu pouvoir assurer la sécurité ad vitam aeternam au Mali, au Burkina, au Niger. Ça n'a jamais été notre discours. Mais maintenant, comme ce relais n'a pas été pris, on nous reproche de ne pas avoir réglé la question. On dit, vous avez des avions, des drones, vous pouvez tout régler. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'ailleurs, le président Talon l'a bien compris, qui, comme vous le savez, est en train de recruter 5000 hommes, parce qu'il a bien compris que c'est sur le terrain que se passe la bataille, et qu'il faut occuper le terrain, qu'il faut connaître les gens, que la police doit être bien renseignée, que les militaires doivent être déployés partout, connaître le terrain. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et nous, si on peut aider avec certains moyens technologiques, avec du renseignement, avec éventuellement... Alors au Niger, par exemple, la formule qui existe aujourd'hui, qui est d'ailleurs un changement de paradigme complet dans nos interventions, c'est qu'aujourd'hui, les militaires français qui sont au Niger, c'est pas des militaires français qui mènent une opération française au Niger. C'est des militaires français qui servent dans des opérations commandées par des Nigériens en appui. Vous voyez, et ça change tout, parce que ça change aussi la perception que peuvent avoir la population de notre intervention. Les militaires français sont sous commandement nigérien au Niger. L'opération est commandée par les Nigériens, même si l'unité sur le terrain est commandée par un capitaine français. Mais ça change complètement la manière de percevoir les choses. Et d'ailleurs, c'est probablement, de ce point de vue-là, des appuis qui seront mieux admis par la population, parce qu'elle comprend que ce n'est pas la France qui vient faire sa guerre toute seule dans un pays souverain. Terminons avec l'obtention des visas, la délivrance des visas pour entrer en France. Pourquoi c'est si compliqué pour avoir son visa pour entrer en France? Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec votre appréciation. C'est pas compliqué. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ici, l'année dernière, en 2022, le consulat a reçu près de 18 000 demandes de visa, 17 500. On a accordé à peu près 75% de ces visas. Vous voyez ? Donc il y a effectivement 25% de refus. C'est beaucoup. Non ? Alors c'est beaucoup, oui et non. Si on inverse le raisonnement, on en a donné beaucoup, effectivement. Alors on en a refusé probablement trop aussi. Pourquoi ? Alors les visas qu'on refuse, c'est quoi ? C'est difficile de faire la proportion, mais il y a une bonne proportion de visas qui sont refusés, tout simplement parce que les dossiers ne sont pas complets. On dit qu'il faut une attestation d'hébergement visée de la mairie, quelqu'un met une lettre qui n'est pas visée de la mairie. On dit qu'il faut une assurance qui couvre la totalité du séjour, elle couvre que la moitié du séjour. Il y a des choses comme ça. Je pense qu'il y a déjà une bonne proportion de ces 25% qui pourraient être réduites si les dossiers étaient constitués de manière plus précise. Il y a ça. Et puis, on refuse aussi un certain nombre de visas à des jeunes étudiants qui veulent poursuivre leurs études en France, même si, je vais y venir, on en donne beaucoup, parce que on ne souhaite pas que puissent arriver en France des gens qui vont finalement y être malheureux parce qu'ils n'ont pas les ressources pour vivre convenablement. En France, la vie est chère, les logements sont chers, et donc il y a des gens qui demandent un visa et dont manifestement
d'après les documents qu'ils nous fournissent, n'auront pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et donc, nous, on souhaite que les gens qui viennent en France vivent dans des conditions satisfaisantes. Donc, il y a un certain nombre de visas de demandes de visas qui sont refusées sur ce motif-là. Le troisième motif, c'est il y a un certain nombre de refus aussi qui sont faits parce que on a des suspicions fortes que la personne n'a pas l'intention de revenir et qu'elle risque de rester en France, encore une fois, dans des conditions où on aura du mal à l'accueillir convenablement. Donc voilà un peu la typologie des refus. Sur les étudiants, aujourd'hui, la France est le pays qui reçoit de loin le plus d'étudiants africains dans ses établissements d'enseignement supérieur, dans ses universités. La France accueille aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a, pas tout à fait, mais pratiquement 400 000 étudiants étrangers en France qui étudient. Sur ces 400 000, il y en a 200 000 qui sont africains. Sur ces 200 000, il y en a 100 000 qui sont d'Afrique du Nord, 100 000 qui sont d'Afrique subsaharienne. Et sur les 100 000 qui sont d'Afrique subsaharienne, il y a 5 000 Béninois. Voilà. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 5 000 jeunes Béninois qui étudient en France. Ça veut dire, comme ils restent en moyenne 3 ans pour faire des études, ça veut dire que chaque année, on en envoie entre 1500 et 2000. Vous voyez ? Alors, tout le monde n'est pas admis, c'est sélectif. L'année dernière, on a eu 6 à 7 000 demandes et il n'y a que, je crois, 1800 jeunes qui ont pu partir. Tout le monde ne peut pas partir. Mais c'est normal, c'est pas un droit d'aller faire des études en France ou dans un autre pays. On sélectionne en fonction des places que nous avons dans nos universités et puis aussi en fonction du niveau académique, du niveau scolaire. Donc il y a une sélection. Et c'est vrai que quand on fait 1800 satisfaits, on fait aussi 4200 non satisfaits. Et pourquoi les refus ne sont pas motivés? Les gens ne savent pas pourquoi le dossier a été rejeté. Alors ça, c'est une vraie difficulté, je le reconnais. C'est-à-dire que... Vous cachez quelque chose? Non, c'est la manière... Enfin, les gens qui vont récupérer leur dossier à Capago, qui est notre prestataire pour la gestion des dossiers, ils trouvent une feuille où il y a 4 ou 5 cases possibles à cocher. Et en fait, ces cases... moi, c'est mon point de vue, hein, je trouve qu'elles sont assez mal faites parce qu'elles ne donnent pas de précision. Et d'une certaine manière, elles peuvent être perçues comme un peu insultantes parce qu'on dit, ben voilà, rien ne prouve que ce que vous dites est vrai. Enfin, en gros, c'est ça. Et donc, nous, on est plusieurs ambassadeurs à avoir fait remonter ça à Paris en disant, mais donnons des informations plus précises. Alors, je crois qu'il y a des questions juridiques, il est difficile aussi, c'est une question de souveraineté, donner des visas. Tout pays peut accepter ou refuser de donner un visa. Et je crois comprendre que dans les raisons qui font qu'on ne dit pas tout, il y a la volonté d'éviter l'accumulation de contentieux. Mais je ne suis pas très à l'aise là-dessus parce que je ne connais pas les raisons exactes, mais ce que je veux bien reconnaître, c'est que des fois, il manque simplement un certificat ou un truc et on écrit il n'est pas du tout prouvé que vous voulez vraiment revenir ou que vous allez pour la raison que vous avez indiquée. Donc là, il faut reconnaître que nous avons une faiblesse. Est-ce qu'on peut formuler des recours quand on nous refuse un visa? Oui, il y a la possibilité de former des recours devant le tribunal administratif. Ça aboutit? Parfois. Marc Vizy, merci d'être passé dans les studios du Bip Radio. Bip Radio vous remercie. Merci de m'avoir accueilli. Bonne fête du 14 juillet. Merci d'être venu. Merci à vous.